Bonjour Delphine. Bonjour Kinneret. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps ? Alors Delphine Avital, 49 ans, j'habite à Kfar Yona, je suis indépendante en tant que coach financier et psychopédagogue Mora Metakenet. Je suis née à Paris dans le 12e arrondissement. Une famille, un couple avec 3 enfants, donc nous étions religieux, mais pas plus que ça. J'ai étudié tout mon primaire dans une école laïque. Et en fait, quand j'y repense, il y a 2 événements qui ont eu lieu en France, qui ont un petit peu forgé, sillonné mon chemin vers l'Alia. Premièrement, à 11 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller étudier dans une école juive, parce que je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Et deuxièmement, à l'âge de 13 ans, quand j'avais 13 ans, mon papa a fait tchouva. Donc d'un coup, du jour au lendemain, en une nuit, à la suite d'un rêve. Donc ça peut paraître incroyable, wow. Ouais, même effrayant. Mais voilà, ce sont 2 choses, je pense, qui se sont passées donc, dans ma petite enfance à Paris et petit à petit qui a sillonné mon chemin vers l'Alia, en 92. D'accord, donc tu montes en Israël très jeune. Je crois qu'à l'époque, tu as 18 ans. Ouais. Tu montes toute seule. Pourquoi ? Alors, par pur sionisme, vraiment, il n'y a pas d'autre raison. J'avais une vie confortable à Paris, une famille aimante, une belle chambre de princesse. et à 18 ans, en fait, j'ai ressenti le besoin de venir en Israël. C'est vraiment un appel de la terre, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et donc en terminale, donc avec l'école juive, on a fait le tour des universités en Israël. Et je suis tombée nez à nez avec l'université de Bar-Ilan à Ramat Gan, et ça a été un véritable coup de cœur. J'étais sur le campus et là je me suis dit la prochaine rentrée je suis là. Donc c'était pas évident, mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord, une jeune fille seule, pas mariée, mais voilà, c'est le début de mon histoire d'amour avec Israël et voilà, je le regrette pas une minute. Donc tu étudies, tu intègres la banque grâce à beaucoup d'investissements personnels. En parallèle, tu vas te marier, mais à ce moment-là, tu commences à avoir des difficultés pour tomber enceinte. Tu vas subir jusqu'à 20 FIV, c'est ça ? C'est ça. Je fais mon alia, je fais ma mechina pour apprendre l'hébreu, j'enchaîne une licence en économie et sciences politiques, j'enchaîne une maîtrise, un master business. Et donc en 2001, j'intègre une grande banque israélienne et à l'intervalle de quelques mois, je rencontre mon mari, David. Et on est mariés depuis maintenant plus de 23 ans, Baruch Hashem. Et, tu as quel âge à l'époque ? J'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Donc vraiment, je me suis mariée avec 2 endroits, avec la banque déjà et avec mon mari. Et l'évolution a été très différente, même si ces 2 événements ont eu lieu en même temps. Autant au niveau professionnel, je gradais les échelons très vite, jusqu'à devenir même directrice de département des prêts hypothécaires, des mashkantaot. Alors donc autant sur le plan professionnel, ça allait très vite, le graphe était vers le haut, et autant sur le plan personnel, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. On voulait très vite fonder un foyer et puis au bout de plusieurs années de mariage, on voyait que ça marchait pas. Donc on a commencé à se pencher donc sur le domaine médical et on a commencé donc les FIV 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20. Waouh. Et comment tu vis cette épreuve à ce moment-là dans ton couple ? C'est-à-dire, déjà au bout de combien de temps tu commences à te remettre en question, tu commences à te poser des questions, tu dis il y a quelque chose qui va pas, tu entreprends des démarches médicales. Ça arrive comment ? Alors très vite, au bout déjà de 1 ou 2 ans, déjà on se pose des questions, parce que normalement au bout d'1 ou 2 ans de mariage, on tombe enceinte quand on veut. Et donc on commençait à se poser des questions et on a commencé à se dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vérifier. Et donc voilà, on a commencé à faire des examens médicaux, on est passé d'hôpitaux en hôpitaux et les FIV ne marchaient pas en fait. On nous disait tout va bien, vous êtes en parfait état de santé tous les 2, mais il y a quelque chose qui marche pas. Et donc c'est pour ça que on a décidé donc très très vite de chercher d'autres options
pour avoir un enfant parce qu'on était vraiment décidés à être parents. D'accord, juste pour en revenir à ça, Oui. on vous dit que tout va bien, mais les FIV ne marchent pas. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as aucune raison de ce Jusqu'à pourquoi. aujourd'hui, on ne sait pas. C'est incroyable. On sait pas. Donc tu vas entreprendre justement une démarche très particulière. Tu as quand le déclic? D'abord, il faut parler du couple un petit peu avant de parler de la démarche. C'est très dur pour un couple de ne pas avoir d'enfant, ok? C'est quelque chose ou qui sépare le couple ou qui le soude. Dieu merci, dans notre cas, ça nous a soudés. Vraiment, on était main dans la main. On savait que les décisions qui allaient influer sur toute notre vie allaient être des décisions qu'on allait prendre ensemble en tant que couple. Et donc, très vite, on a cherché d'autres solutions. Et très vite, on s'est arrêté sur le choix de l'adoption. Donc, on a décidé d'adopter parce qu'on voulait être à tout prix parents. Au bout de combien de temps? Oh, très vite, au bout de 3-4 ans, quand on a vu que les premières FIV ne marchaient pas. En fait, on se disait, on va faire les deux en parallèle. Okay, en parallèle, on va entamer une procédure d'adoption et en parallèle, on va continuer les FIV. C'est comme la loterie, le premier qui sortira, ce sera le grand gagnant. Voilà. Et donc à ce moment-là, l'adoption fait peur. Attention, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Tu te renseignes un petit peu avant ou tu te lances corps perdu? Alors, j'avais un collègue à l'époque, j'étais donc encore à la banque, et j'ai un collègue qui a adopté, donc à 2 reprises. Et donc là, je décide de le contacter parce que mon mari était assez réticent à l'idée de l'adoption. C'est vrai, ça fait peur. On ne connaît pas tout le côté génétique. Il peut y avoir, l'enfant peut avoir des maladies mentales ou autre chose. On ne sait pas. C'est vraiment l'aventure et c'est pour la vie. Une fois qu'on adopte un enfant, bien évidemment, c'est pour la vie. Donc j'appelle ce collègue. Je lui dis, écoute, je voudrais adopter avec mon mari. Je sais que tu as fait ça à 2 reprises. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on vienne chez toi? On pose toutes les questions, etc. Il nous a dit, il n'y a aucun problème. Le lendemain, on était chez lui, il nous a reçus avec sa femme. Waouh. Et donc, on a pu poser toutes les questions concernant les examens médicaux, la procédure, tout le côté financier, parce qu'il faut prendre en compte qu'une adoption de l'étranger, dans notre cas, ça a été une adoption de l'étranger, ça coûte de l'argent. Pourquoi à l'étranger et pas en Israël? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, toutes les adoptions sont gérées en Israël, par le Misrad HaRevacha, c'est le bureau des affaires sociales, ça s'appelle. Alors, nous, dans notre cas, ça fait plus de 15 ans maintenant, c'était très long. L'attente était très très longue et puis je ne sentais pas qu'il y avait une réelle volonté de la part du gouvernement de vraiment nous donner un enfant. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en Israël, le gouvernement préfère des familles d'accueil à une adoption plénière. C'est-à-dire qu'il préfère que l'enfant aille chez une famille d'accueil pendant plusieurs années et qu'à la fin, il retrouve la famille biologique. C'est ça, ils ne veulent pas en fait couper le lien biologique qui les unit entre. Voilà, en Israël, c'est ça. Nous, il n'était pas question qu'on soit une famille d'accueil parce que moi, dès que je prends un enfant dans les bras, ça y est, je m'attache. C'est tes enfants. Il est à moi. Donc, on s'est tourné vraiment vers l'adoption plénière. D'accord. Donc, à l'étranger. Donc l'option d'adoption plénière, elle n'est valable que si on adopte des enfants à l'étranger, si j'ai bien compris. Ça dépend. Il peut y avoir, au début, on peut commencer par être famille d'accueil et à la fin, la famille biologique ne peut pas reprendre l'enfant et donc à ce moment-là, on propose à la famille d'accueil d'adopter pleinement l'enfant. D'accord. Alors, ça arrive. Ok. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais bon, moi, personnellement, je ne voulais pas prendre le risque. D'accord. J'ai préféré adopter de l'étranger parce que je sais qu'une fois que l'enfant tu t'es attaché à lui. Moi, ça y est, il ne va plus nulle part, il est avec nous, Bezrat Hashem, toute la vie. Amen. Donc voilà, on est parti donc chez ce monsieur, ce collègue, et il nous a répondu à toutes nos questions, etc. Et tout d'un coup, on tape à la porte, et puis il y a 2 petites têtes blondes avec des yeux bleus qui rentrent dans l'appartement. Et là, mon mari me regarde et il me dit ok, demain tu prends rendez-vous avec l'association qui se trouvait à l'époque à Jérusalem. Cette association a fermé depuis. Et c'est comme ça que le lendemain, on était à Jérusalem avec l'association qui était chargée de l'adoption. Et Baruch Hashem, 6 mois après, on avait notre fils à la maison. D'accord, donc en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ton premier enfant? Il vient d'où?
Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a pris? Et c'est quoi les premiers mois d'adaptation? Alors, mes enfants viennent de Russie. Tu en as combien? J'en ai 3. D'accord. On en a adopté 3. À chaque fois, il fallait attendre 1 an et demi entre chaque adoption. Pourquoi? Donc, le temps de refaire les papiers, le temps de voir l'adaptation de l'enfant. Le pays d'origine demande par la suite de savoir si l'enfant est bien traité, si les parents leur donnent tout ce dont il a besoin. Donc voilà, bon, mon fils, c'était merveilleux. C'est les premiers moments, c'est des moments merveilleux. Il avait quel âge lui à l'époque? Il avait 2 ans. 2 ans, d'accord. Très intense. Et puis, comme on communique au début, nous, on parle pas le russe. Lui, il parle pas ni hébreu ni français. Mais bon, je me souviens le premier matin où il est arrivé à la maison, je voulais lui servir le petit déjeuner, mais je savais pas trop ce qu'il aimait. Et tout simplement, mon fils m'a pris ma main, il m'a mis la main sur le choco, il m'a mis la main sur le lait. J'en parle, j'ai encore des frissons. Et voilà, et moi je pense que la langue de l'amour, c'est une langue qui est universelle. On n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre et pour s'aimer. Donc voilà, c'est comme ça au début qu'on communiquait, par des gestes, beaucoup d'amour. Et puis par la suite, il a appris l'hébreu couramment. Et après, les 2 filles ont suivi. Au niveau de la religion, parce que vous êtes un couple religieux à l'époque, vous l'êtes toujours d'ailleurs, comment ça se passe? Comment elle se prononce au niveau de l'adoption? Alors, au niveau de l'adoption, bien sûr, quand l'adoption se fait en Israël, les enfants sont juifs, bien évidemment. Et les adoptions qui se font de l'étranger, les enfants ne sont pas juifs, donc il faut les convertir. Donc ça aussi, c'est très, très émouvant, parce que finalement, on rend ces petites âmes juives. Au niveau du processus, alors pour les garçons, il y a la rabbanout, il y a la brit mila à l'hôpital, avec un moël qui est médecin. Et après la brit mila, il y a le mikvé, pour vraiment finaliser toute la conversion. Et pour les filles, c'est un peu plus simple, parce qu'il n'y a pas la brit mila, bien sûr. Donc c'est la rabbanout et le mikvé. Ça se fait tout de suite, quand ils arrivent en Israël, ou ça se fait bien plus tard, Alors, quelques mois après? Quelques mois après l'arrivée de l'enfant, en général. Mais pour les couples religieux comme nous, par exemple, ça a été relativement rapide. Avec le temps, tu vas devenir une vraie mère poule. Tout est bon pour aider tes enfants. Tout. Tu vas même reprendre tes études. Et fait incroyable. Alors, tu intègres la police en tant que bénévole. Ouais. Pourquoi tu fais tout cela? Alors, c'est vrai qu'en fait, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour mes enfants, en fait. Les études, oui, je pensais pas reprendre mes études. Et Odaya, donc ma fille, quand elle avait 6-7 ans, elle était déjà en fin de CP. Sa Mora m'appelle et me dit, écoute, la petite, elle suit pas le rythme de la classe, elle a beaucoup de difficultés pour lire, beaucoup de difficultés pour écrire, pour recopier le tableau, elle met des heures, il faut lui prendre de l'aide, il faut lui Mora Metakenet. Une Mora Metakenet, juste pour expliquer, c'est quoi? C'est une psychopédagogue. D'accord. C'est une personne qui vient, pas pour réparer l'enfant, ok? L'etaken, ça veut dire réparer. C'est pour réparer les stratégies d'apprentissage. C'est-à-dire qu'une Mora Metakenet, en fait, elle donne des moyens techniques à l'enfant, que ce soit auditif ou visuel, un peu des mémotechniques pour que l'enfant assimile mieux ce qu'il apprend en classe. D'accord. Donc, je dis, mais c'est quoi ça, Mora Metakenet? Moi, j'étais banquière, c'est pas ça. Et donc, petit à petit, donc je prends une Mora Metakenet à la maison, et puis entre 2 lessives, j'écoutais un petit peu à ce qu'elle faisait avec ma fille, et je me suis passionnée pour le sujet. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est un mélange de psychologie et de pédagogie. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'est de rentrer dans la tête de ma fille. Il fallait que je sache qu'est-ce qui lui donne autant de difficultés. Est-ce que c'est un problème affectif? Alors, il y a beaucoup d'enfants où c'est effectivement affectif. C'est lié. Ils ont tellement peur de quelque chose que du coup, il n'y a plus de place dans leur petite tête pour l'étude. Ou alors, il y a des enfants qui, avec le corona, par exemple, qui n'ont pas assimilé ni la lecture ni l'écriture. Et donc, il y a énormément après, c'est très, très dur de rattraper tout ça. Donc voilà, il y a plein de raisons. Et donc, j'ai dit, il faut absolument
que je rentre dans la tête de ma fille. Et donc, je reprends les études. Je vais étudier la psychopédagogie. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis assise avec elle, avec beaucoup de patience, parce que des fois, on prend ça pour de la fainéantise. On dit, oh, l'enfant est fainéant, il veut pas étudier. Mais non, c'est pas de la fainéantise. Non, il y a autre chose derrière. Il y a des enfants qui ont de la dyslexie, ils voient pas les lignes, ils voient pas les mots. Donc voilà, donc vraiment c'était très 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 enrichissant pour moi et ça m'a permis de me rapprocher de ma fille, de l'aider. Vraiment, elle a fait un bond en avant dans les études. On s'asseyait tous les soirs avec un petit texte. Alors au début un petit texte de 2 lignes, après un petit texte plus long. Et Baruch Hashem aujourd'hui, voilà, elle monte en Kitayoud et Dieu merci. Magnifique. Et cette histoire de police, alors histoire, faut que tu nous en dises plus. Alors la police, c'est pour protéger mon fils. C'est pour protéger mon fils. À l'âge de l'adolescence, il commençait à traîner un petit peu dehors, dans les jardins, des fois avec des enfants qui n'étaient pas toujours fréquentables. Ce qu'on préférait pour lui. Et donc, pour le protéger, je me suis enrôlée à la police en tant que volontaire pendant 5 ans. Waouh. Et j'ai fait le cours de la police, tout, les tirs, l'arme, etc. Et en fait, je faisais des rondes. Des michmarottes, ok. Ouais, je faisais des rondes dans le quartier. Juste pour le surveiller? Juste aussi. Après, bon, c'est devenu pour surveiller les autres jeunes du quartier. Dès que je voyais dans un jardin d'enfants des jeunes avec une bouteille d'alcool ou quoi, tout de suite, je le reprenais. Mais c'était surtout pour que mon fils, c'était pas pour lui faire peur, mais c'était pour qu'il sache que si il fait une bêtise ou s'il traîne avec des gens pas fréquentables, eh ben maman est policière. Et je lui ai dit, ça dissuade. Je te fais la honte, j'ai pas honte. Je viens en tenue de police avec la voiture de police et je te fais la honte devant tes copains. Il le savait, Waouh. Donc voilà, c'était pour mon fils. Aujourd'hui, comment sont les liens dans la fratrie? Est-ce que parfois ils ont envie de découvrir leurs origines? Alors, les liens sont très forts entre frères et sœurs. Ce ne sont pas des frères et sœurs biologiques. Mais les 2 grands, c'est un peu différent parce que c'est vraiment... c'est l'âge de l'adolescence. Donc, ils sont un petit peu chien et chat, comme dans n'importe quelle fratrie. Voilà, dans n'importe quelle fratrie. Et par contre, la petite qui est autiste, alors elle, c'est vraiment le ciment. C'est le ciment de la fratrie, c'est le ciment de la famille. C'est une petite qui donne énormément d'amour, qui reçoit énormément d'amour. Tu savais qu'elle était autiste quand tu l'as adoptée? Alors moi, je l'ai vue. Tu l'as vue, mais pas les autres. Le médecin qui a examiné l'enfant nous a dit qu'elle avait beaucoup de retard, qu'elle avait un retard mental et physique, voire 2-3 ans de retard. Mais moi, j'ai tout de suite vu. J'ai tout de suite vu dans les tests que l'enfant ne réagissait pas tout de suite. Et je l'ai dit à mon mari, à l'orphelinat, j'ai dit, écoute David, je crois que la petite, elle est autiste. Et c'est là qu'il m'a dit, et il m'a dit, je m'en fous, autiste ou pas autiste, on l'apprend, c'est ma fille. Wow. Donc voilà. À partir de ce moment-là, Baruch Hashem, c'est la plus belle des choses qu'on a faites. Et aujourd'hui, Dieu merci, alors avec un cadre scolaire adéquat, avec énormément d'amour et de patience, elle s'ouvre comme une petite fleur, elle a appris à lire, à écrire, et vraiment Baruch Hashem, donc entre eux, ils sont très très soudés, très liés. Et chacun, alors est-ce qu'ils ont envie de connaître leur origine? Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas demandé. Tu leur as dit quand la vérité sur le fait de les avoir adoptés? Parce que tu les as adoptés petits. Oui. Du coup, ils ont mis du temps, je pense, à comprendre. Est-ce que ça a été, c'est venu de toi ou c'est venu d'eux? Alors d'abord, il faut savoir que quand on adopte, on nous explique un petit peu la démarche à suivre, face à telle situation, comment réagir, etc. On est vraiment accompagné. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, dès 3 ans, il faut leur dire aux enfants qui sont adoptés, avec des mots simples qu'ils peuvent comprendre. Et ce qui est très joli, ce qu'on a fait, c'est un album d'adoption. Chaque enfant a dans sa chambre son album d'adoption, en fait, avec des photos de là-bas, des photos de l'orphelinat, les premiers mots qu'ils ont dit, les premières photos ensemble, après leur fête d'accueil, parce qu'on a fait à chacun une brita ou une fête d'accueil, comme on peut appeler ça. Après la bar mitzvah, voilà, c'est toute une évolution et tout est dans cet album. C'est-à-dire s'ils veulent feuilleter leur album, ils peuvent, on en parle très librement dans la famille. Ils reviennent dessus encore?
Ils reviennent même à un âge tardif ou pas du tout? Pratiquement pas, non, ça les intéresse pas vraiment parce que Baruch Hashem, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont heureux, c'est des enfants heureux, épanouis. Donc, ils nous ont pas demandé, mais si jamais ils nous demanderont, c'était ce qu'on s'était mis d'accord avec David, avec mon mari. On a dit si un jour ils veulent retourner là-bas, on y retourne, main dans la main, toute la famille. Donc tu les accompagnerais? Évidemment. D'accord. Évidemment. Et tous ensemble, on ira tous ensemble. Je pense qu'on fera un voyage de racines. Bezrat Hashem. Delphine, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui souhaite adopter, qui te regarde, ou qui doute, voilà, qui se pose des questions, qui n'arrive pas forcément à tomber enceinte et qui a peut-être ce petit rêve d'adoption, un peu comme toi, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ou de lui conseiller? Alors d'abord, je leur dis à ces femmes-là bon courage, à ces couples-là, parce que on parle des femmes, mais c'est vrai qu'il y a aussi les hommes, bien sûr. C'est pas évident pour eux. Donc d'abord beaucoup de courage. Soyez un couple soudé, soyez forts. Vérifiez médicalement tout ce qu'il faut vérifier. Ok, un enfant ça tombe pas du ciel, il faut voir s'il y a un problème, il faut s'en occuper. Et si même ça marche pas, comme c'était mon cas, alors allez au bout de vos rêves. Si votre rêve c'est d'adopter, c'est d'être maman, c'est d'être papa, c'est d'avoir un enfant, allez au bout de vos rêves. C'est une chose qui est tellement belle, tellement magnifique, vraiment sans hésiter. Même si c'est dur. Épreuves, voilà, exactement. Il y a des épreuves, attention, c'est pas rose tous les jours. Et ceux qui n'ont pas de moyens, par exemple, c'est difficile. C'est difficile, mais il y a toujours des solutions. Enfin, moi, je parle de banquière, moi j'ai donné des crédits pour des gens qui voulaient adopter. Sachez que ça existe. D'accord. En hypothéquant l'appartement, oui, c'est des crédits. Ça s'appelle une alva à l'école Matara, c'est-à-dire c'est pas un crédit pour acheter une maison. Je donnais des crédits pour faire des FIV de façon privée, pour aller à l'étranger, faire un don d'ovocytes, tout pour adopter. Donc ça existe. Il y a toujours des solutions. Toujours. Voilà, Kavon. Il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir très fort. Et qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui te souhaiter de meilleur? Alors, sur le plan personnel, continuer à m'épanouir. Sur le plan familial, en tant que maman, épouse, en tant que femme déjà. Sur le plan professionnel, continuer également à m'épanouir dans les domaines que j'aime. Et sur le plan national, bien évidemment, que la guerre cesse et que tous nos otages reviennent à la maison en bonne santé. Merci Delphine de nous avoir accordé cet émouvant portrait de toi. Merci. Celui d'une maman incroyable qui est prête à tout pour réaliser ses rêves et pour protéger ses enfants. On te souhaite de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Merci beaucoup. Et Bezrat Hashem, le meilleur avenir. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi, Kinneret. À bientôt.